Aujourd'hui les croque-lecteurs, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro. C'est le moment des questions. Notre tout nouveau chroniqueur Flavien sera-t-il un adversaire de taille face à la mélodieuse voix de Lucas? Charles se retrouvera-t-il encore gêné par sa mèche? En tout cas, chers croque-lecteurs, vous aurez le droit à 3 duos de chroniqueurs cette semaine, comme si un pour chaque chronique n'était pas suffisant. Au sommaire cette semaine, nous commencerons en beauté avec Yanis et Travis. Notre premier duo nous présentera Kill the Indian in the Child, un titre tout aussi intéressant qu'effrayant. Nous poursuivrons ensuite par un sushi de votre duo préféré, Max et Charles, pour moi quand je me réincarne en slime. Nous enchaînerons par une bulle d'un tout nouveau binôme, celui de Flavien et Axel, pour l'album La Malédiction de l'Anneau d'Or. Enfin, nous pourrons tranquillement finir par une surprise du chef. En résumé, nous vous avons concocté un repas très varié. Mais commençons sans trop tarder par le plat principal intitulé Kill the Indian in the Child, présenté par Travis et Yanis. Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter en compagnie de Yanis le roman Kill the Indian in the Child d'Élise Fontenaille. Ce titre est paru le 28 septembre 2017 aux éditions Oscar. Cette autrice est notamment connue pour ses romans comme Ébène ou Les yeux de la nuit ou Le garçon qui volait des avions. Ce roman historique vise à nous faire découvrir les horreurs subies par les jeunes Indiens Ojibwe. Travis, de quoi parle ce roman? Mukwa, âgé de 11 ans, vit une belle vie en compagnie de sa famille et de ses animaux. Il est même destiné à devenir chasseur au sein de sa tribu. Tout va bien jusqu'à ce qu'on oblige Mukwa à partir pour le pensionnat de Sainte-Cécilia. L'objectif est d'apprendre aux jeunes Indiens à se comporter dans la société moderne canadienne. Il est contraint de se rendre à ce pensionnat tenu par des prêtres et des nonnes. Il est donc séparé de ses parents et notamment de son père qui l'a accompagné et qui a dû le laisser contre son gré entre les murs de ce pensionnat. Cependant, cet internat devient vite un enfer pour ce jeune Ojibwe. Effectivement, au moment de son arrivée, il découvre le vrai visage de cet endroit et des horribles personnes qui y travaillent. De plus, lui qui croit être dans un pensionnat pour s'intégrer dans la société et apprendre l'anglais, il découvre donc la véritable nature de son séjour en ces quelques mots. Kill the Indian in the Child, littéralement tuer l'Indien dans l'enfant. En effet, les jeunes Indiens déportés dans cette enceinte sont maltraités, torturés, violés et parfois jusqu'à la mort. Malheureusement, Mukwa et les autres enfants ne peuvent rien faire face à ces monstres qu'ils qualifient de Wendigo. Ils sont soumis à leur volonté, à leurs règles plus que strictes et à leur haine de la culture indienne. Le jeune Ojibwe semble être la cible préférée des horribles prêtres et nonnes, ce qui le mène souvent dans d'horribles situations douloureuses, humiliantes et dangereuses. Ainsi forcé de rester dans cet horrible endroit, il n'a qu'une seule idée en tête, s'enfuir. Mais y arrivera-t-il? Survivra-t-il aux atrocités que lui réserve ce pensionnat? Et toi Yanis, qu'as-tu pensé de ce roman? J'ai bien aimé le roman intitulé Kill the Indian in the Shield de Élise Fontenaille. Tout d'abord, j'ai découvert ce qu'ont subi tous ces jeunes Indiens comme Mukwa, 11 ans, qui est arraché à sa famille et envoyé à Sainte-Cécilia, un pensionnat canadien. Pour tout apprentissage, le jeune Ojibwe découvre l'humiliation, la privation de nourriture, les mauvais traitements, car le mot d'ordre est Kill the Indian in the Child, éliminer l'Indien dans l'enfant, lui faire oublier sa culture, sa religion, ses origines. En effet, les nonnes considèrent celle-ci comme inférieure. Ensuite, j'ai trouvé intéressant le fait que ce livre soit une histoire vraie. La vie dans ces pensionnats est tout simplement horrible. Dès leur arrivée, ils se font couper les cheveux, qui est un élément de fierté chez les Indiens, se font taper avec des fouets et vont subir toutes sortes de maltraitances pendant leur enfance. De plus, j'ai trouvé que ce livre explique très clairement et nous informe de ce qu'ils ont vécu. L'auteur dévoile tout de même les moments les plus horribles puisque beaucoup d'entre eux en sont morts. Ce livre est vraiment très original car peu de personnes connaissent ce que ces Indiens ont subi pendant leur enfance. Il participe clairement au devoir de mémoire. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le personnage créé par Élise Fontenaille. On découvre rapidement le courage de Mukwa, le personnage principal de ce livre. Dans un premier temps, il va tenter de se rebeller et ne va pas respecter les règles établies par les nonnes. Puis il va décider de s'enfuir du pensionnat pour rejoindre son père et ainsi retrouver sa liberté. Son ami de pensionnat, Amik, va l'accompagner dans sa fuite et pour lui aussi essayer de retrouver sa famille.
En conclusion, j'ai beaucoup apprécié ce livre d'Élise Fontenaille grâce à ses particularités. Une histoire inspirée de faits réels, un aspect documentaire et un personnage très attachant. En clair, qu'attendez-vous pour ajouter ce livre bouleversant à votre liste de lecture? Merci beaucoup pour ce plat du jour. Il est maintenant temps de passer au sushi. C'était notre duo de choc, Max et Lamache, je voulais dire Chal, excusez-moi, de nous chroniquer Moi quand je me réincarne en slime. Bonjour, cette semaine j'ai lu avec Charles le manga Moi quand je me réincarne en slime de Fuse au scénario et Taiki Kawakami au dessin. Nous l'avons tous deux découvert et fortement apprécié. Le premier tome est sorti chez Kurokawa en novembre 2017 en France, alors qu'au Japon, la série en compte déjà 6 depuis 2015. Max, peux-tu nous résumer ce manga? Un jour, Satoru fait un rêve dans lequel il se réincarne en slime, l'être le plus faible dans les univers de fantasy. Il le trouve vraiment très étrange. Le jour même, il va retrouver son ami Tamura, qui lui présente sa petite amie Mio Sawatari. Ils doivent passer la journée tous ensemble. C'est alors qu'un homme fonce sur Tamura avec un couteau à la main. Satoru, n'écoutant que son courage et malgré la jalousie envers son ami, se met alors en travers de son chemin et se prend le coup de couteau à sa place. Il meurt alors et se réincarne en slime, comme dans son rêve étrange. Il se retrouve alors dans une grotte dans laquelle se trouve un dragon nommé Veldra, le dragon des ouragans, avec qui il sympathise très rapidement en lui racontant son histoire. Étant bloqué par un sceau, Veldra décide de pénétrer dans le nouveau corps de Satoru, lui donnant ainsi ses pouvoirs pour que ce dernier l'emmène avec lui dans son aventure afin de le libérer définitivement. Ce monde se trouve complètement bouleversé avec la mystérieuse disparition de ce fameux dragon. Le slime se met en route vers un village gobelin dans lequel il va impressionner les villageois grâce à sa force et ses divers pouvoirs qu'il a acquis en chemin et va alors en devenir le chef. Charles, quelle est ton opinion sur cette série? Nous avons vraiment apprécié avec Max la lecture du manga Moi quand je me réincarne en slime, du duo Fuse et Taki Kawakami. Tout d'abord, j'ai trouvé ce manga génial et original, car les héros qu'il propose, en effet, Satoru devient un slime, qui est de loin la créature la plus faible de tous les jeux de rôle. Ce qui fait sa plus grande force, c'est justement d'être au départ un humain qui ne cesse de prouver son courage. Après avoir sauvé son ami, il ne craint pas Veldra et devient ami avec le dragon. Ce dernier est lui aussi un personnage intéressant, car le mystère qui s'en dégage, la seule chose que l'on sait, c'est qu'il a été emprisonné par un héros qui a bloqué ses pouvoirs. L'alliance entre le slime et le dragon qui s'est laissé absorber est très réussie. Le slime, si faible au départ, devient très puissant. Tous ceux qui se laissent tromper par son apparence sont souvent surpris. De plus, pendant son périple, qui va nous permettre de découvrir ce monde en même temps que Satoru, il va cumuler d'autres pouvoirs pour développer sa puissance, ce qui va lui être très utile. Ainsi, il est amené à rencontrer des gobelins qui se font attaquer par un loup. Après les avoir sauvés, les gobelins emmènent notre héros dans leur village. En leur donnant simplement un nom, ils les transforment du jour au lendemain. Les gobelins qui sont de simples fermiers deviennent très forts et évoluent physiquement. Ils sont maintenant capables de se défendre seuls leur village. Enfin, les dessins sont d'une qualité vraiment excellente. Le mangaka trouve bien d'originalité pour la mise en scène. Ainsi, dans la grotte où se rencontrent le slime et le dragon, tout reste noir, du simple fait que le slime n'a pas la vue. Pour conclure, je dois dire que ce manga est une excellente surprise qui plaira aux adeptes de jeux de rôle, avec une aventure bien construite dont on a hâte de découvrir la suite. L'heure du duel a sonné, mes lecteurs. Flavien, accompagné d'Axel, va entrer sur le ring pour nous montrer de quoi il est capable. Bonjour les croque-lecteurs. Avec Axel, nous avons lu l'album La Malédiction de l'Anneau d'Or, écrit par Fred Bernard et illustré par François Roca. Il a été édité par Albin Michel Jeunesse et est sorti le 4 octobre 2017 au prix de 19 €. Flavien, peux-tu nous raconter l'histoire de cet album? Cornelia est une jeune fille aveugle vivant à l'orphelinat du Grand A, dirigée par des nonnes. Elle est accompagnée d'un corbeau qu'elle a sauvé bébé alors qu'il avait été poussé de son nid par un coucou. Et celui-ci, en grandissant, reste avec elle pour la guider. Un jour, elle découvre un temple renfermant un anneau prisonnier d'un socle de pierre en forme d'œil, dont la légende dit que la femme qui réussira à l'enlever sera comblée de richesses et de bonheur. Chaque nuit, depuis ce jour, elle et sa meilleure amie Virginia, accompagnée de son corbeau, se rendent au temple pour essayer l'anneau. Et toutes les nuits, elles échouent. Aucun homme ne se rend jamais à l'orphelinat, à part Génius la main froide. Sabotées captives toutes les filles de l'orphelinat, y compris Virginia et Cornelia, le jour de son 17e anniversaire, Génius lui offre un grimoire écrit en relief. Et dès lors, Cornelia passe ses journées à le lire. Une nuit, quand les trois amies se rendent au temple, Virginia essaie, comme à chaque fois, l'anneau d'or et encore une fois échoue. Mais lorsque Cornelia le met à son doigt, celui-ci lui va à ravir. Le lendemain, Virginia commence à ne plus supporter sa meilleure amie
qui reste plongée dans le livre que Génius lui a offert. Que peut-elle faire pour que tout redevienne comme avant? Quel sombre pouvoir l'anneau détient-il? Qui est réellement Génius? Quel est son plan? Axel, qu'as-tu pensé de ce livre? J'ai trouvé très réussi l'album La malédiction de l'anneau d'or, écrit par Fred Bernard et illustré par François Roca. En premier lieu, les illustrations nous éblouissent immédiatement. La première de couverture joue son rôle à merveille en attirant le lecteur à découvrir cette histoire. J'ai pu apprécier la réalisation de ces illustrations, véritable œuvre d'art, mise en valeur par le format de l'album. De plus, je les ai trouvées très originales, aussi pour leur style graphique rappelant certains manuscrits du Moyen-Âge. La représentation des personnages, et notamment de Cornelia, elle aussi est très réussie, apportant un aspect mystérieux. Effectivement, contrairement au livre que j'ai l'habitude de lire, nous ne connaissons pas ce que pensent les protagonistes tout au long de l'histoire, ce qui ajoute un petit plus. Pour ce qui est de l'histoire de cet album, j'ai trouvé agréable et très original qu'elle soit racontée non pas par une des deux jeunes filles, mais par le corbeau que Cornelia a recueilli au début de l'histoire. Ce point de vue apporte lui aussi un côté mystérieux. On ne s'y attend absolument pas lorsque l'on commence l'album. Enfin, le seul petit bémol pour moi, quand je l'ai lu, c'est qu'il y a une ellipse d'1 ou 2 ans à un moment dans l'album, ce qui m'a un peu contrarié au début. Mais Flavien m'a alors expliqué qu'il y avait un autre album qui s'appelle Anya et le tigre blanc. Celui-ci raconte ce qui se passe lors de ce passage et ce qu'est devenue Cornelia. En définitif, La malédiction de l'anneau d'or est un excellent album, au texte se rapprochant d'un conte et les illustrations des enluminures. Si vous avez décidé de lire ce livre, je vous invite à lire Anya et tigre blanc. Je vous propose de finir sur une bonne note avec notre surprise du chef, l'interview de Isabelle Vlodarzik. Alors, vous venez de publier Le Grand Départ sur la piste des Indiens Cherokee. Pourquoi avez-vous voulu écrire sur l'exil de ce peuple indien ? Alors, pour être tout à fait honnête, c'est une idée qui est venue un peu par hasard. Je me suis renseignée sur la vie des Indiens. Je lisais des poésies indiennes à la base. Et j'ai découvert plus en détail leur histoire. Et cet exil, cet exode m'a beaucoup touchée parce que ça a été quelque chose d'assez effroyable. Beaucoup d'Indiens sont morts en route. C'était quelque chose aussi de très émouvant, des récits des Indiens qui ont écrit sur ce sujet. Et je me suis passionnée pour cette thématique et j'ai décidé d'en faire un livre. Voilà. Mais c'est les hasards de la vie, comme très souvent. La partie documentaire apporte un plus à ce livre. Comment se sont effectuées vos recherches ? Alors pour ces recherches-là, comme très souvent, j'ai lu beaucoup. Donc j'ai lu des monographies, des ouvrages historiques. Des monographies, ce sont des livres un peu techniques qu'on étudie surtout à l'université. Ce sont des historiens qui les écrivent et qui permettent de connaître l'histoire, de découvrir l'histoire. Mais j'ai aussi été en contact avec des universitaires aux États-Unis qui m'ont répondu très très gentiment. Très souvent, ils ont pris le temps de me donner de longues réponses aux questions que je me posais. Et également des musées de l'histoire des Indiens aux États-Unis. Avec l'arbre de Guernica, vous abordez la guerre civile espagnole. Alors là aussi, c'est un petit peu toujours les hasards de la vie. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire du XXe siècle en général. Et l'histoire de la guerre d'Espagne m'émeut énormément. C'est une guerre bouleversante qui a déchiré tout un pays. Et les hasards de la vie aussi m'ont fait rencontrer d'autres personnes qui m'ont donné des informations, qui m'ont donné envie de creuser encore plus. Et d'ailleurs, après cet album, je suis en train en ce moment d'écrire un roman aussi sur la guerre d'Espagne qui m'a été inspiré par une dame qui est toujours en vie, qui s'appelle Paquita, et qui a vécu une histoire très très belle pendant la guerre, très dure aussi, parce que c'est l'histoire de sa vie, et qui est une histoire très romanesque. Donc du coup, cet album va se poursuivre par un roman. Notre émission touche à sa fin. Nous pouvons dire qu'elle était mouvementée entre Trévis qui est encore parvenu à la fin de son livre, le retour de la mèche et la prestation de notre nouvelle voix, Flavien. Nous ne risquons pas de l'oublier. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Croque Lecture. In my dreams I see bright colors of midnight. My own fear is losing all mind. Toi, tais-toi. C'est vrai que ça va être gênant. Kawaii, du vieux... Ah j'ai bugué. Après avoir son... Je fais ce que je veux. Il parle très vite. Doucement, va doucement. Et t'aimes bien le bêtisier, toi? Fille de l'an. Trévis Junior. J'ai trouvé très... non, parce que ça me gratte en fait.
Bon.